Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Aujourd'hui, on va accueillir Grégoire Burquier sur le podcast. Donc, c'est un ancien joueur professionnel de tennis et actuellement, il est préparateur mental et aussi entraîneur de tennis. Donc, je vous laisse découvrir notre conversation. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec d'autres personnes pour leur faire découvrir le podcast. Et n'hésitez pas aussi à me laisser vos impressions, vos retours en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Grégoire Burquier. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Grégoire Burquier, j'ai 38 ans. Actuellement, je suis entraîneur de tennis et aussi préparateur mental. Je fais les deux activités séparément. Je m'occupe en prépa mentale essentiellement de sportifs, essentiellement de joueurs de tennis, mais pas que. Il y a aussi des étudiants, des musiciens. Je travaille avec un joueur de foot, on a commencé il y a pas longtemps. Et j'entraîne aussi au tennis, donc j'essaie de l'intégrer sur des entraînements de tennis, en tout cas avoir un discours qui se rapproche un peu de ce que je peux faire en prépa mentale spécifique. Je suis un ancien joueur pro de tennis. Mon meilleur classement, c'était 167e mondial. J'ai fait tous les grands chelems. Voilà, j'ai parcouru le monde. 167e mondial, c'est un peu aux alentours de la 200e, c'est la deuxième division du tennis, donc c'est un peu galère. On en vit, mais c'est compliqué. Et la prépa mentale m'a toujours intéressé. Avant de me lancer sur le circuit, j'ai fait un master en préparation mentale, un master 1 à Montpellier. Et puis ensuite, j'ai joué sur le circuit et je me suis rendu compte que l'aspect mental était très très important et parfois négligé. Et voilà, donc j'ai poursuivi des formations après ma carrière pour me lancer en prépa mentale et puis aussi pour comprendre certaines choses que malgré mes études, j'avais eu du mal à comprendre. Voilà un peu mon parcours. Ok. Tes études, c'était un master en prépa mentale? Ouais. Master 1, j'ai pas fait le master 2 parce que j'avais déjà 22 ans et j'ai voulu tenter ma chance sur le circuit professionnel. Ok. Et comment t'es basculé après de joueur pro à entraîneur préparateur mental? Il y a eu une transition ou... Euh, voilà. Alors en prépa mentale, j'en ai pas fait tout de suite, hein. Moi, j'ai joué 8 ans sur le circuit pro, donc mes études pendant 8 ans, bon, après 8 ans, pour être honnête, voilà, j'avais un peu tout oublié et puis j'ai bossé avec un préparateur mental mon parcours, pendant ma carrière. Et en fait, après avoir commencé l'entraînement de joueur, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dont j'avais besoin d'éclaircir, que j'avais besoin d'éclaircir. Donc j'ai fait des formations complémentaires, dont une qui m'a pas mal chamboulé, on va dire, qui a changé ma vision. Je peux dire laquelle c'est, hein. C'est la méthode, c'est la formation Accéder, que c'est Pierre Gauthier qui est responsable de cette formation qui est un ancien coach de tennis, un ancien joueur et qui a créé une méthode qui pour moi a été un peu une révélation et c'est à partir de là que je me suis lancé vraiment dans la préparation mentale. C'était une méthode axée sur la préparation mentale ou il y avait d'autres aspects en plus Non, c'est que prépa mentale. En fait, c'est une méthode qu'il a créée à travers ses expériences. Voilà, il a pas mal, on va dire, bourlingué. Il a fait un peu, il a un peu touché à tout. Et puis à un moment donné, il a voulu créer une méthode qui un peu regroupe tout ce qui est important pour lui et ce qui fait qu'on va pouvoir être performant mentalement. Ok, ok, d'accord. Et c'était un ancien pro aussi de tennis
Ouais, c'était un ancien pro, mais bon, il a été à peu près comme moi, 200e, je crois. Mais il a surtout entraîné des très bons joueurs au tennis. Et puis, il était très, très axé sur la prépa mentale. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et donc, après avoir entraîné des joueurs très forts, hein, et eu des résultats, il a décidé, lui, d'arrêter le coaching tennis et de se lancer vraiment que dans la prépa mentale. Et puis maintenant, il bosse avec tout le monde. Enfin, il est beaucoup dans le sport, mais il bosse avec des joueurs de poker, par exemple, des joueurs de foot. Voilà, il a bossé avec des gens assez connus, même si on peut pas trop dire les noms, il peut pas le dire non plus, mais voilà, c'est quelqu'un Mhm. qui a, pour moi, qui m'a convaincu et qui m'a convaincu de suivre sa méthode. Alors, je l'adapte un peu, mais globalement, je suis sa méthode. Ok, ouais, super intéressant. Et du coup, toi, en tant que joueur, ça t'avait, enfin, parce que du coup, c'était dans le tennis. Au tennis, il y a beaucoup d'aspects d'aspects psychologiques qui rentrent en compte. Toi, il y en a certains qui t'ont particulièrement, entre guillemets, posé problème lors des matchs? Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont posé problème. Euh, Disons que j'avais un préparateur mental, donc je travaillais quand même sur des points précis qui m'ont aidé, mais il y a des points et des choses que je comprenais pas. Vraiment, c'était que il y a des matchs qui est très important où j'étais très performant, peu importe le résultat, mais j'avais un niveau de jeu que je trouvais performant et j'étais assez content de moi à la fin. Et il y a des matchs très importants où là, je passais à côté parce que j'étais tendu du début à la fin et j'ai impossible de me libérer. Généralement, j'étais plutôt performant sur les fins de tournoi, donc les demi, les finales. Je les ai pas toutes gagnées, mais globalement, j'avais des bons résultats. Je jouais à un niveau qui était bon. Et par exemple, les grands chelems, les qualifs de grands chelems, j'ai gagné des matchs, mais globalement, c'était très, très compliqué mentalement. Je sortais des matchs rincés, j'étais tendu du début à la fin et j'ai essayé toutes sortes de techniques pour m'en sortir, mais j'ai pas vraiment réussi. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué dans cette méthode, c'est que j'ai compris certaines choses que j'avais pas travaillé avant et que j'avais même pas vu pendant mon master et que j'ai vu grâce à cette formation. Et c'est ce qui m'a donné envie après d'aider et de pouvoir l'appliquer sur d'autres domaines parce que ce que j'ai vécu, c'est valable dans tous les domaines. C'était quel genre d'aspect que Alors, dont moi, tu n'avais pas vraiment la connaissance, quoi? le plus symptomatique pour moi, et j'insiste beaucoup dessus parce qu'au tennis, c'est quelque chose qui revient souvent, ce que j'ai vécu, il y en a beaucoup qui le vivent, c'est le rapport à l'échec et la peur comme on peut appeler la peur de rater et la peur de perdre. Quelque chose qui revient souvent pour un sportif amateur ou un pro. Pour les amateurs, c'est globalement ce qui se passe, c'est que quand on joue un classement en dessous sur un premier tour, par exemple d'un tournoi, je dis n'importe quoi, on est 15-2 et puis on va jouer contre un 15-4 au premier tour, donc on joue en contre. Là, on a la peur de perdre et généralement on a du mal à se libérer. Ouais, je fais une généralité, mais c'est souvent ce qui arrive. Et après, quand on va jouer un classement au-dessus, je dis pas qu'on va gagner ou perdre, mais globalement, on se lâche plus, on est plus libéré. Et moi, ça m'est arrivé exactement pareil sur un tournoi, un grand chelem. Pour moi, c'était impossible enfin, c'était le Graal, donc je voulais vraiment bien faire et j'avais vraiment très peur de perdre, en fait. Et ce qui fait que cette peur-là, elle m'inhibait complètement. Et j'étais très, très stressé. Donc le stress, c'est quelque chose qui est normal, mais là, c'était un stress qui m'inhibait totalement. Donc moi, c'est la peur de perdre qui m'a, je pense, qui m'a pas permis d'aller un peu plus haut dans le classement et puis faire des meilleures performances. Et là, du coup, quel genre de choses on pourrait mettre en place? Ça serait plus essayer de changer un peu ses pensées ou changer un peu sa manière de percevoir les choses? Ouais, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'aime faire et ce que j'essaye de faire. C'est de convaincre et de changer sa manière de penser. C'est de changer le rapport à l'échec, de changer
vraiment ce qui peut se passer s'il y a une défaite, et j'essaye beaucoup d'insister là-dessus, surtout avec les joueurs de tennis. Là, je viens de publier sur mon compte Insta une vidéo de Marchand, le nageur, Ouais, qui, j'ai vu, qui ouais. ouais, donc lui, bah, c'est exactement ça. Lui, il travaille sur le fait enfin, je pense pas qu'il travaille que là-dessus, mais en tout cas en prépa mentale, il travaille sur le fait de qu'est-ce qui se passe si je rate mes championnats, qu'est-ce qui se passe si je finis huitième des championnats, etc. Il anticipe un peu un résultat qui peut avoir un résultat négatif, en tout cas pas à la hauteur de ses attentes, et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et globalement, ça minimise un peu, ça dédramatise un peu. C'est une des techniques, par exemple, ça dédramatise le fait de perdre. Ce qu'il faut surtout pas faire, et ce qu'on peut entendre parfois chez certains coachs, c'est t'as pas le droit de perdre. Je peux pas perdre ce match. Et en se disant ça, on se met une pression énorme. Alors que si on se donne le droit de perdre, c'est ce que Nadal en parle beaucoup dans ses interviews, par exemple. Nadal, pour moi, qui est un modèle vraiment de performance mentale. C'est une interview, c'est vraiment des mines d'or, et on retrouve beaucoup d'infos. Et pour moi, il a une approche parfaite de la performance. Et lui, il en parle beaucoup. Donc, il s'autorise beaucoup à perdre. Il dit qu'il a le droit de perdre, et il accepte un peu tout ce qui peut se passer. L'acceptation fait aussi partie du processus. Ouais. Bah, après, ça prend peut-être du temps chez certains joueurs d'intégrer ça, parce que peut-être que ça peut venir sur un match et basculer dans le mauvais sens plus tard. Ce qui est compliqué, et là où ce qui est compliqué, c'est d'arriver à convaincre le coaché ou le joueur que c'est primordial, que c'est important d'essayer de raisonner comme ça. Et oui, ça prend du temps, mais après, c'est un travail qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour enfin, pour tout en fait. Je sais pas, toi, tu as des examens, ton master, tu vas devoir soutenir, tu auras une soutenance, etc. Ben, tu t'autorises, si tu es tendu avant ton examen. Moi, je travaille avec des étudiants où c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais si ça se passe pas bien? Est-ce que déjà on anticipe un peu si je le rate, on trouve des différentes pistes. Si je le rate, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence l'année prochaine? Est-ce que je fais autre chose, etc. Ça peut un peu permettre de dédramatiser. Qu'est-ce qui va se passer si je le rate? Est-ce que c'est la fin du monde ou pas? On se rend tout de suite compte que c'est pas la fin du monde. Et en fait, ça dédramatise. On peut aussi trouver euh, moi, mon problème, c'est que le tennis, c'était un peu toute ma vie, et au final, trouver d'autres centres d'intérêt qui sont importants pour nous. Euh, il y a un autre préparateur mental qui parle pas de centre d'intérêt, mais il parle je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Target. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros, qu'est-ce qui est autre chose, qu'est-ce qui est important? Ça peut être ta copine, ta famille, tes amis, une autre passion, quelque chose qui fait sur lequel on peut se raccrocher, qu'on mise pas tout sur un événement, que ce soit des études ou un tournoi ou autre. Ouais. Et du coup, ça permet de se libérer un peu, quoi. De relâcher un peu la pression et de s'autoriser à perdre, en fait. C'est vraiment ça, c'est de se dire, bon, bah, j'ai le droit de perdre parce que, de toute façon, j'ai ma copine qui est là et avec qui je vais passer des super moments, ma famille m'aimera toujours. C'est un tournoi de tennis, bah, c'est pas la fin du monde parce qu'il y en a d'autres. Ce qui est plus difficile, j'ai jamais travaillé avec ce genre de personnes, mais je lisais une interview d'une judokate qui disait que elle, ce qui était très difficile quand elle préparait les JO, c'était pas de s'entraîner tous les jours et de donner tout à l'entraînement pendant 4 ans, c'était vraiment d'aller aux JO et de se dire ça peut s'arrêter au bout de 10 secondes. Et qu'elle intègre ça, qu'elle se dise bon bah ça peut arriver que bah, je me fasse sortir en 10 secondes parce qu'au judo bah, c'est un sport où tout va très vite, et elle peut se faire sortir du tournoi au bout de 10 secondes alors qu'elle a préparé le tournoi pendant 4 ans. Mais est-ce que s'autoriser à perdre, si on arrive à l'intégrer, du coup, c'est bien. Mais par exemple, pour les tennisman qui ont des matchs régulièrement, est-ce qu'il n'y aurait pas une limite dans le sens où si on s'autorise à perdre et qu'on enchaîne des défaites, ça crée Alors, quelque chose de mauvais, quoi. ouais, alors ça revient. Comme souvent quand je dis ça, je dis non, mais attends, si je m'autorise à perdre, bah, d'accord, bah, je vais accepter, je vais m'autoriser à perdre tous les matchs et finalement je vais arrêter de me battre.
Si c'est ta passion et que c'est quelque chose qui est important pour toi, t'inquiète pas que tu vas pas l'accepter, tu vas pas être résigné. En fait, accepter, c'est pas être résigné. C'est accepter, ok? Imaginons que t'as un tournoi, dans mon cas, un grand chelem. J'ai mon premier tour. J'ai bien intégré le fait que j'ai le droit de perdre. Je perds. Au final, après, il faut quand même se poser des questions et savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis travailler dessus. Alors là, ça peut être techniquement, physiquement ou tactiquement, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a coincé? Parce qu'il y a forcément des trucs à bosser et ça peut être aussi mental sur de la concentration et sur d'autres points que la méthode utilise et par exemple la concentration ou d'autres choses ou l'adaptation, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais pour moi, surtout chez les joueurs de tennis, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et on se rend compte que certains grands sportifs, très grands sportifs, je parle pas des joueurs de tennis du top 100, c'est vraiment des grands sportifs comme Nadal ou comme Jordan ou comme Kobe Bryant ou les Américains en particulier, ils ont un peu une approche différente qui, eux, tu lis dans des interviews, ils perdent, mais ça fait partie du process, quoi. C'est pas la fin du monde et ils ont le droit, ils s'autorisent à perdre. Par contre, ils s'autorisent pas de pas tout essayer pour y arriver. Ça, c'est autre chose. Ouais, voilà. Et mais ça, j'en ai parlé avec mon entraîneur à moi en me disant que si j'ai tout donné pour gagner, mais qu'au final j'ai perdu, bah, finalement on n'a pas de regrets et on accepte mieux la défaite, quoi. C'est un peu ça, mais bon, moi, je te garantis, quand je faisais des grands chelems, j'ai tout fait pour être en forme. J'étais en forme. Je jouais très bien les jours d'avant. Je jouais très bien sur les matchs d'entraînement que tu peux faire avec d'autres joueurs. J'étais au top de ma forme. J'avais un niveau de jeu et au final, j'avais tout fait correctement, mais sur le match, j'ai essayé, mais j'étais complètement bloqué dans tous les côtés. Donc au final, à la fin, je me dis bon, j'ai tout donné, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a un truc qui bloque quand même, tu vois. Je me suis pas résigné, j'ai fait mon max, mais c'était limite parfois, un peu des calvaires quoi. Même sur des victoires, hein. C'était vraiment compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres points sur lesquels on travaille, hein, la gestion des émotions, comme la frustration, des choses comme ça. Mais la frustration, surtout au tennis, ça peut être lié aussi au fait de s'autoriser à rater quelques coups qu'on réussit quasiment tout le temps à l'entraînement, par exemple. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Mmh. Ouais et alors tout à l'heure, tu disais que du coup que tu entraînais et que tu faisais de la préparation mentale, en plus. La préparation mentale, tu salarié auprès d'un club ou c'est les sportifs qui viennent vers toi pour avoir un suivi? Alors, la préparation mentale, non, non, je suis indépendant. Je fais pas trop de communication ni de pub parce que mon activité d'entraîneur prend beaucoup de place. Mais j'ai un site, donc il y a des gens qui me contactent via mon site, via Instagram, mais c'est surtout du bouche à oreille qui fait qu'on me contacte et puis après on trouve des créneaux pour se voir et puis voilà. Mais je le fais pas à l'intérieur via mon club, je le fais indépendant en activité indépendante. OK et uniquement en présentiel? Non, je fais en visio. OK. Je fais en visio, mais en fait, ça change quasiment rien. Mais c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir au moins une ou deux séances en présentiel pour créer une relation de confiance qu'on a un peu plus de mal à créer en visio, quoique ça m'est déjà arrivé avec des gens qui sont à l'étranger. Donc là, il y avait pas le choix. OK et est-ce que tu fais des séances de préparation mentale sur le terrain? Où tu mets en place des Alors, techniques sur le terrain? en fait, oui, c'est possible. Mais en fait, elle est travaillée d'abord en amont, en salle, quoi, en face à face, en entretien. Et après, il y a des choses à bosser sur le terrain qu'on aura prévu de faire, qu'on a prévu de faire en salle. Par exemple, si tu veux travailler
Sur l'acceptation, c'est compliqué. C'est quand tu travailles quelqu'un et par exemple, on va reprendre l'exemple du tennis, un joueur de tennis qui va aller, donc on fait la séance, super, l'acceptation, c'est l'acceptation de l'échec par exemple. J'accepte tout ce qui peut se passer et je vais bosser dessus. Et sur un entraînement, tu peux vraiment bien le bosser parce que surtout au tennis, il y a forcément un moment où tu vas sentir monter la frustration et tu sens que tu vas plus accepter de rater quelques coups. Et le problème, c'est que tu as aussi un coach qui te parle, un entraîneur qui va te parler et peut-être qui va te parler technique. Et toi, si ton objectif, c'est de travailler sur l'acceptation, c'est difficile de tout mettre en place. Il faut pas qu'il y ait trop d'infos qui arrivent. Donc dans ces cas-là, soit le joueur il parle avec l'entraîneur, il lui dit bon écoute moi avec mon coach mental on a prévu de travailler ça. Donc la technique bon, on va mettre un peu de côté. Soit il est ok, soit il dit non non parce que ça peut arriver, qui dit non non mais ton truc là c'est bon, nous moi je suis là pour t'entraîner. Et dans ces cas-là, c'est compliqué de mettre de travailler sur l'aspect mental. Et dans ces cas-là, bah, je peux aller sur le terrain avec le joueur et puis là, on bosse vraiment. J'essaie de le mettre en situation un peu d'échec et on travaille là-dessus. Ok. On peut faire ça, pas que sur le terrain de sport, hein, on peut faire ça. Tu sais, il y a des gens qui ont du mal qui ont du mal à se mettre en danger. Et donc, dans ces cas-là, on peut le faire. Je l'ai fait une fois, en fait, aller dans la rue et puis là, j'ai lancé des petits défis pour que justement ils se mettent en situation un peu de danger, d'incertitude et qui travaillent là-dessus sur son adaptation aux situations un peu, on va dire, euh, des situations qui n'arrivent pas tous les jours, quoi. Et après, il s'en resserre dans ses matchs. Enfin, Bah, je sais disons pas si que c'était un sportif ou pas. Oui, c'était un sportif. Le but, c'était que lui, en fait, c'était un joueur de tennis qui, dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas prévu, il perdait un peu les pédales. Ou voilà, et par exemple, enfin, je sais pas, du vent, un adversaire qui te provoque un peu, des spectateurs qui vont te chercher un peu aussi, une surface sur laquelle tu n'avais pas prévu de jouer, un truc, voilà. Il faut beaucoup d'adaptation dans ce sport, bon, dans beaucoup de sports. Et lui, très vite, il perdait un peu pied. Et du coup, en échangeant avec lui, c'est quelque chose qui lui disait bien. C'était de lui lancer des petits défis pour que justement, il s'adapte rapidement à une situation dans laquelle il n'est pas du tout à l'aise. Donc on l'a trouvé ensemble, c'était un petit jeu. Enfin, on l'a trouvé ensemble. C'est pas quelque chose que moi j'avais prévu de faire. Le plus important entre un coaché et un préparateur mental, c'est la relation qu'il va y avoir entre les deux. Euh, Ça, c'est primordial. Il faut qu'il y ait une relation de confiance et qu'on avance ensemble. C'est pas le préparateur mental qui va dire tu fais ci, ça, ça. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Et c'est beaucoup d'échanges. Enfin, moi, je travaille comme ça. C'est beaucoup, Mhm. beaucoup d'échanges. Voilà, ça, c'est le plus important. Parce que tu travailles pas de la même façon avec des personnalités différentes. Et comment tu as réussi à le développer, ce côté humain, en fait, finalement, relationnel, c'est venu au Ouais. fil du temps ou il y a des choses qui t'ont permis de développer cet aspect? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est venu au fil du temps. C'est de l'expérience et il faut essayer de vraiment. Bon, j'ai fait aussi des formations justement sur l'écoute. Enfin, pas que sur l'écoute, mais sur la communication en général. Donc, dont l'écoute fait partie et c'est des grandes parties. C'est que généralement, ça arrive souvent que quand on se parle, on n'écoute pas vraiment ce que l'autre dit. Un bon coach, pour moi, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui comprend vraiment ce que le coaché va lui dire et ce qu'il veut lui dire. Parfois, il y a un message qui est un peu loin et on essaie d'arriver de l'amener à nous dire voilà ce que nous on a perçu. Mais c'est surtout une écoute. Et donc, bah, pour l'écoute, il y a des techniques, hein, c'est l'écoute active, ça s'appelle. Il y a de la reformulation pour bien comprendre ce que la personne a dit. Il y a des questions ouvertes.
Voilà, toi, je pense qu'en interview, c'est pareil. Si tu poses des questions fermées où l'autre répond par oui ou par non, t'as pas beaucoup d'infos. Par contre, des questions ouvertes, voilà, c'est plus simple, tu as plus d'infos. Ouais. Relancer, rebondir, je sais plus la technique, mais comment ça s'appelle, mais en gros, s'il y a quelque chose que tu as envie d'approfondir, tu reprends la fin de la question et puis tu reposes une question derrière. Voilà, c'est des techniques qui, voilà, moi j'ai fait une formation là-dessus qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup apporté. Et puis j'essaie de l'utiliser pour vraiment écouter ce que le coach dit. Généralement, je les laisse parler, quoi. Il y en a qui parlent pas, donc c'est difficile. Et il y en Hmm. a qui livrent plus volontiers, c'est plus facile. Tu te souviens du nom de la formation? Ouais, alors moi j'ai fait une formation en CNV et puis donc c'est communication non violente. Donc là, on est plus basé sur l'émotion. Et j'ai aussi, donc j'ai repris des études il y a pas longtemps. Donc j'ai refait des études qui n'ont rien à voir avec la préparation mentale. J'ai fait un master en management. Et dans cette formation-là, il y avait une partie de technique de vente, enfin vente, je sais plus comment ça s'appelait. Et en gros, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va bien comprendre ce que l'acheteur veut. Hmm. Et c'était dans cette formation-là où j'ai beaucoup appris, en fait. Toute l'écoute active, etc., c'était dans ce module-là. Parce qu'un bon vendeur, c'est pareil, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui va comprendre vraiment les besoins de l'acheteur. Donc ça n'a rien à voir avec la prépa mentale, mais moi je l'applique en prépa mentale. Ouais, ça peut se rejoindre un peu sur le côté sportif en fait et relationnel avec l'athlète. Bah ouais, ouais. Moi j'avais en plus, moi, les images des vendeurs, pour moi, c'était vraiment des mecs qui essayaient de te refourguer des trucs. Voilà, mais en fait, c'est bien plus subtil que ça. Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui comprend vraiment ce que l'acheteur veut et les besoins de l'acheteur. Et en prépa mentale, c'est pareil. C'est essayer de comprendre les besoins du coaché euh, pour, euh, pour après travailler dessus, tout Ouais. simplement. Et en parlant des besoins du coaché, comment tu fais? Enfin, c'est le sportif qui dit j'ai besoin de ceci ou c'est ça qui me fait défaut ou c'est toi qui arrives à voir ce qu'il a besoin? Non, généralement, quand quelqu'un vient te voir, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Ouais. Mais parfois, on se rend compte qu'il y a autre chose derrière. Alors, j'ai un test en première partie. J'ai un test à faire passer. Il y a 80 questions où là, bah, c'est en fait la méthode, c'est lié à la méthode accéder. Donc cette méthode-là, c'est accéder, c'est un acronyme de toutes les lettres correspondent à un point spécifique qu'on travaille. Et donc tu as un test qui te donne une note sur chaque point à la fin. Et la plupart du temps, ça se rejoint. Enfin, ça rejoint la raison pour laquelle le coaché est venu me voir. Il y a peu de trucs qui sont complètement différents. Ça arrive, mais généralement chez des plus jeunes. Mais généralement, le coaché sait très bien ce qu'il veut travailler. Après, ça n'empêche pas qu'on travaille sur d'autres points après. Par exemple, il y a un point qui est important, c'est la motivation. Donc, dans la méthode accéder, c'est le D. Donc, c'est détermination, mais c'est lié à la motivation. Et Mm. la motivation, généralement, les sportifs ou autres sont très motivés. Mais il faut quand même un peu on va dire, le cadrer et comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette partie motivation. Voilà. Ok. Le test, ça ressemble un peu au test OSMAT. Je connais pas. C'est pareil, c'est un test avec plusieurs questions. Et après, ça renvoie une note en gros sur différentes habiletés mentales, quoi. Ouais, ouais, bah, il y en a C'est plein le des même tests, hein, principe. Ouais, ouais, il y en a plein. tous les bouquins, moi j'ai pas mal de bouquins de prépa mentale, il y a toujours des tests. Euh, et c'est vrai que c'est plus rapide pour faire un point, mais ça empêche je le redis, mais le plus important c'est vraiment l'échange et l'échange qu'il va y avoir. Parce que moi je dis toujours hein, au coaché, le premier, enfin, les premières phrases que je dis, ce qui est important, c'est que tu te sentes à l'aise et que tu aies envie de travailler et que tu te sentes en confiance et tu sens que je t'écoute. Si tu sens qu'il n'y a pas ça, il vaut mieux arrêter, même si je te fais passer le test, etc. Il faut vraiment une relation de confiance qui sont parfois difficiles à créer, hein, parce qu'il y en a, ils viennent généralement, parfois c'est des parents qui m'appellent pour des jeunes.
Et là, les jeunes sont pas forcément hyper ouverts à tout ça. Et là, c'est difficile de créer une relation. Ça m'est déjà arrivé de dire aux parents, donc j'arrive pas parce que au bout de 2 séances, 3 séances, il se passe rien et puis on tourne en rond et puis on sent que bah, c'était souvent pour des étudiants ou qui étaient un peu en échec scolaire. Et donc là, moi, j'ai pas réussi à travailler. Enfin, pour moi, là, c'était vraiment l'aspect motivation qui était difficile pour eux, mais il n'y avait pas vraiment de retour. Il n'y avait pas d'échange, quoi. Je parlais, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi. Donc là, à ce moment-là, t'arrêtes la relation parce que moi, je perds mon temps, ils perdent leur temps, et puis voilà. Et certains arriveront sûrement, mais moi, j'arrivais pas sur ces cas-là. Ouais, faut vraiment avoir une personne avec qui on est connecté, quoi. Sinon, ça. Même, je pense, après, pour s'ouvrir à l'autre et pouvoir dénicher des problématiques, c'est essentiel, quoi. Ouais, pour moi, c'est essentiel. Je sais pas comment les autres le perçoivent, les autres coachs le perçoivent, mais pour moi, c'est essentiel. Et puis, moi, je fonctionne un peu comme ça aussi dans le coaching tennis. Euh, je me vois pas partir avec un joueur pendant 3 semaines à l'étranger et rien partager avec lui que le cours de tennis. Moi, j'ai besoin de partager d'autres choses pour comprendre vraiment sa personnalité et peut-être après pouvoir comprendre certaines choses qui se passent aussi sur le terrain. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des coachs qui sont pas du tout comme ça. C'est le terrain et rien d'autre et ça se passe très bien aussi, hein. Chacun a ses méthodes. Mm. Et est-ce que des fois, tu es amené à parler ou à communiquer avec justement l'entraîneur ou le staff d'un joueur? Ouais, ça arrive et c'est pas toujours évident. Il y a des sports qui sont assez fermés à tout ça, euh, notamment le foot. Après, je comprends qu'un entraîneur, il n'ait pas le temps de s'attarder. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'ait pas le temps de s'attarder sur des cas individuels. Parce que s'il a, je sais pas, une vingtaine de joueurs à gérer et qu'il doit s'attarder sur chaque cas individuel, il peut pas, il a pas le temps. Alors donc le joueur, il va lui parler un peu, mais le coach, il peut être assez ouvert, mais lui dire, bon, écoute, c'est super, mais j'ai pas le temps, donc tu fais ton truc. Moi, j'ai d'autres choses à gérer. Je dois gérer tout le groupe et je peux pas gérer chaque cas un par un, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Ou alors, il lui dit, tes conneries, c'est de la merde. Ça arrive de moins en moins, mais quand même. Maintenant, la prépa mentale, ça commence à bien se développer. Donc, même dans le foot, les entraîneurs sont de plus en plus ouverts. D'ailleurs, le créateur de la méthode, là, Pierre Gauthier, il a travaillé avec Christophe Galtier, donc l'ancien entraîneur de Paris. Donc voilà, il le met en avant. Au départ, je crois que Galtier voulait pas trop, et puis finalement, voilà, il en fait la promo parce que c'est une super image pour Pierre. Et c'est vrai que dans le foot, ça se démocratise un peu, mais tu as des entraîneurs, ils sont pas du tout ouverts là-dessus, un peu des entraîneurs à l'ancienne. Au tennis, c'est beaucoup les, les coachs un peu de l'Est, les Russes ou voilà, des joueurs comme des entraîneurs comme ça qui sont assez c'est à la dure et c'est tout quoi. Et t'as pas le Mm. temps de réfléchir. Bon, ça arrive. Mais bon, de moins en moins. Ouais, donc ça serait beaucoup moins développé dans d'autres pays, en fait, finalement, là. Bah, déjà que c'est pas beaucoup développé en France, donc tu Ça fais ça. dépend des disciplines, je pense. Ça dépend des disciplines. Et puis, mais ça se développe de plus en plus. Alors, j'en sais rien dans les pays de l'Est, hein. Je te dis ça parce que moi, je vois beaucoup d'entraîneurs russes et même de joueurs russes qui sont un peu, pour qui, pour l'instant, ça leur passe un peu au-dessus. Mais, ça se développe quand même dans pas mal de pays. Alors, il y a des pays qui sont un peu plus en avance, les pays nordiques, États-Unis aussi. Bon, États-Unis, ils ont de toute façon des approches assez différentes dans la performance. Voilà, c'est un pays où le sport et l'échec est un peu est différent de ce qui peut se passer chez nous, par exemple. Le rapport à l'échec est différent. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose il y a beaucoup de différences de culture. Euh, je sais qu'en Asie, par exemple, au Japon, l'échec, c'est la honte. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment, tu ressens vraiment de la honte. Par exemple, tu te fais licencier, donc ça n'a rien à voir avec le sport, mais tu te fais licencier au Japon.
il y en a qui se suicident. Voilà, donc c'est des rapports à l'échec qui sont différents. Là, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est une des clés, Mm. donc dans différents pays, un rapport à la prépa mentale qui est en fonction de la culture et puis qui est plus ou moins développé, oui, c'est sûr. Ouais. Mais après, je crois que c'est en cours de développement. Ça se développe de plus en plus, mais je crois qu'il y a aussi les questions de moyens, parce que tous les clubs n'ont pas les moyens de financer un préparateur mental non plus. Ouais, c'est un peu la dernière roue du carrosse, on va dire. Mm. T'as le coach spécifique, tu as le prépa physique, tu peux avoir des nutritionnistes, tu peux avoir voilà, beaucoup de personnes qui gravitent autour. Et prépa mentale, il est là, mais après, c'est aussi quelle latitude il a pour travailler, parce que quand tu travailles, imaginons, moi ça m'est pas arrivé, mais tu es préparateur mental d'une équipe de foot, l'idéal, c'est de bosser avec tous les joueurs en individuel. Mais alors là, c'est un budget qui est conséquent. Donc après, si tu bosses en groupe, pour moi, c'est difficile de faire du bon boulot. Enfin, tu peux travailler sur la cohésion, etc. Mais après, chaque joueur est vraiment différent de des autres. Donc si tu bosses pas individuellement, c'est difficile d'avoir des résultats. Rien que sur les motivations, tu as des joueurs qui ont des motivations différentes dans une équipe. Au final, ils veulent tous gagner, mais derrière, pourquoi ils veulent gagner? Il y en a, ils sont en fin de carrière et ils veulent continuer dans la division, ils veulent se maintenir, rester dans l'équipe. Il y en a, ils veulent marquer 30 buts parce qu'ils ont 20 ans, ils veulent monter dans une équipe qui a un meilleur niveau, etc. Donc chacun a des motivations après différentes. Donc ça demande du travail individuel et les clubs n'ont pas forcément les moyens pour payer chaque travail individuel. Ouais, 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 c'est vrai. Et même de toute manière, la préparation mentale, c'est hyper individuel. On peut faire, ouais, travailler sur des aspects collectifs comme tu viens d'évoquer. Mais ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est hyper individuel, quoi. On peut pas faire Bon, pour autrement, moi, quoi. oui. Après, peut-être que ça serait intéressant que tu parles avec d'autres qui te diront et qui le font et avec qui pensent que ça marche. Pour moi, c'est sûr qu'on est tous différents. Même si tu fais partie d'une équipe, surtout si tu es une équipe avec différentes cultures, différentes nationalités, différents âges. Voilà, un gars, tu peux pas travailler de la même façon avec un jeune de 18 ans et un mec à 35 ans qui est en fin de carrière. Ils seront pas réceptifs de la même façon. Et du coup, le travail, je suis pas sûr qu'il soit efficace. Mais encore une fois, c'est ma vision. Il y en a peut-être qui diront que ça marche très bien. Ouais. Et les personnes qui viennent, te voir, est-ce qu'ils viennent sur des problématiques, générales, du type, anxiété ou frustration, des choses comme ça? Ou alors ça peut être des cas, beaucoup plus précis comme par exemple, au tennis, je sais pas, je dis une bêtise, sur la deuxième balle par exemple, au second service, on a peur de faire la faute, tu vois? Vraiment des trucs pointilleux comme ça, est-ce que ça t'arrive ça, d'avoir ça? Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Au départ, ils Oui. vont me dire, bah, moi, je suis stressé. Et après, c'est à moi, justement, de voir quand, à quel moment. Et si c'est au tennis, eh ben, ça peut être ça. C'est dire, bah, dès que j'ai une deuxième balle à servir, je fais une double faute. Puis après, c'est bon, quoi. J'ose plus frapper une deuxième balle. Mais parfois, c'est assez vague. Et parfois, il y a ça. Puis on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Et puis tu fais un peu un parallèle et tu arrives à voir un peu tu vois, à- enfin, tu t'arrives à trouver différents points qui au final rejoignent la même problématique. Après, il y en a qui viennent, ça arrive, qui disent, moi, je suis stressé, et juste ça. Et puis après, c'est à moi justement de creuser et de bien communiquer pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Après, si c'est des trucs trop, on va dire, qui relèvent de la psychologie, ça m'est jamais arrivé, mais là je dis non, c'est pas mon travail, je suis pas formé pour ça et je peux pas le faire. Ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça arrive déjà où tu te rends compte que c'est plus que de la prépa mentale, c'est plus aller voir un psychologue. Tu fais une différence entre psychologue, alors peut-être pas général, mais psychologue du sport et préparateur mental? Ouais, alors je suis pas spécialiste en psychologie hein, du tout, mais en prépa mentale, tu travailles en surface. Le but, c'est il y ait des résultats rapides.
Et d'ailleurs, tu as beaucoup de psychologues qui font aussi de la prépa mentale, parce que le but, c'est pas imaginons, tu es stressé, on va dire, pour servir une deuxième balle. Le but, c'est pas d'aller comprendre pourquoi tu es stressé et qu'est-ce qui s'est passé, alors, je sais pas moi, dans ton enfance, pourquoi tu es tendu, je sais pas, pour telle ou telle raison. C'est plutôt d'essayer de trouver des actions assez concrètes et qui ont des résultats rapides pour justement augmenter la performance rapidement. Après, je pense que c'est un bon travail complémentaire et je pense que ouais, tu as beaucoup de psychologues du sport qui font de la prépa mentale parce qu'à mon avis, ils vont un peu dans les deux champs et ouais, c'est un plus, c'est sûr. Donc, mais il y a une différence entre les deux, oui, c'est sûr. Ok. Et une fois que tu travailles avec un sportif ou même une autre personne, t'établis des séances chaque semaine ou t'établis un suivi sur plusieurs semaines ou c'est un peu en fonction des périodes ou comment se sent le sportif? Alors ça dépend vraiment, mais moi j'aime bien laisser au moins 3 semaines entre les séances. Parce que généralement, il a des trucs à bosser et pour que ça soit efficace, il faut le bosser longtemps. Donc, euh, donc, je laisse au moins 3 semaines. Après, tu as des sportifs qui partent en compétition et c'est un peu aléatoire. Moi, ce que j'aime bien faire quand même, ça dépend, mais ce que j'aime bien faire quand même, c'est s'il n'y a pas de rendez-vous qui est fixé, de prochain rendez-vous qui est fixé, je laisse leur sportif revenir vers moi parce que ça doit venir de lui, ça ne doit pas venir de moi. Si c'est moi qui vais le voir déjà, c'est un peu biaisé. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la démarche de venir et pour moi, il faut qu'il ressente le besoin en fait de venir me voir. Il y en a, ils te rappellent au bout de 6 mois, et alors tu as fait 2 séances et euh, voilà, c'est parce que je sais pas ce qui s'est passé. Parfois ils me disent, des fois je leur demande, ils me disent des raisons plus ou moins voilà, valables, mais et je préfère les laisser revenir parce que sinon, si c'est moi qui vais les voir, c'est moi qui suis demandeur, c'est à eux d'être demandeurs. Pour moi, c'est important. Ok, donc finalement en fait sur une séance, alors je sais pas combien de temps ça dure, mais tu leur donnes un peu les billes pour qu'ensuite ils s'exercent en autonomie quoi. Ouais, moi je fais comme ça parce qu'en fait, il y a des trucs que je fais pas ou j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, c'est-à-dire tout ce qui est alors je le fais, enfin ça je le fais un peu quand même, la visualisation des choses comme ça. Mhm. Ça, c'est des trucs qui marchent, hein, qui ont été prouvés. Je crois que tu as dû peut-être le voir dans tes études. Ouais. Ça marche, hein. Tu te visualises en train d'effectuer un geste technique. Ton cerveau, il fait pas la différence. Et donc c'est efficace. C'est efficace. Mais avant tout ça, sauf si la personne, elle me dit, ça m'est jamais arrivé, mais elle me dit, moi, je veux m'améliorer techniquement. J'ai tant d'entraînement par semaine et j'ai pas le temps de faire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, effectivement, oui, de la visualisation, ça marche. Et là, ben, tu fais une séance de visualisation, puis après, tu fais des audios et lui envoyer pour qu'il s'imagine en train de réaliser un geste technique, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi se mettre dans des situations qui sont difficiles à gérer mentalement. Et à travers la visualisation, tu arrives à te remettre dans ces états mentaux et là, tu peux travailler justement sur des aspects spécifiques au niveau mental. Mais ça, je le fais pas trop encore. Je fais plus, moi, c'est plutôt de l'échange. C'est ce qui m'intéresse le plus. Mais sur certaines personnes avec qui je travaille, on va peut-être y venir bientôt. Ok, et ça dure combien de temps du coup quand tu fais une séance Moi, classique à peu près? ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Ok, Ça dépend un peu du contenu. Les premières séances, elles sont un peu plus longues et puis après c'est généralement 1 heure. ok, d'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as eu enfin, est-ce que t'aurais une technique, par exemple, je pense, quelque chose qui revient souvent, c'est le stress. Est-ce que tu aurais une technique ou des exercices à conseiller pour les personnes qui sont stressées ou anxieuses? Alors, ça peut être avant un événement sportif, mais même, je pense, dans tous les domaines de la vie, ça peut s'appliquer. Alors déjà, moi je vais répondre par une question. Est-ce que tu penses que euh,
avant une finale de Grand Chelem, Nadal, quand il rentre sur le terrain, il est stressé. En vrai, ouais, je pense, ouais. Ils sont tous stressés. Ouais, ouais, ils sont stressés, ouais. Le stress, si l'événement est important pour toi, tu peux pas y échapper. Même Federer, je lisais un truc, il avait dit, si un jour je suis pas stressé avant un match, c'est vraiment qu'il y a un problème. Si c'est important pour toi, tu vas être stressé. Donc déjà, le premier truc à te dire, c'est que c'est normal d'être stressé. Le gars qui dit non, mais moi je suis pas stressé, ça va. Soit il ment, et ça m'est déjà arrivé moi. Alors là c'était au tennis, mais j'avais un joueur, il passait parfois à côté de match et je lui disais et on essayait. Pour moi il mentait, donc j'ai jamais vraiment su savoir, mais il me dit non non, mais au départ j'étais pas tendu, j'étais super bien, je suis pas stressé, je ressens pas de stress. Soit c'est parce que c'est pas important pour eux, mais si c'est important pour toi, c'est obligé qu'il y ait du stress. Et au contraire, le stress, c'est quelque chose qui va te permettre d'être. T'as du bon et du mauvais stress. Donc après, toi, tu vas peut-être me parler du mauvais stress, c'est-à-dire le truc qui t'inhibe, que moi j'ai ressenti et que on a tous peut-être ressenti. Là, ça faut vraiment voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui t'inhibe, qu'est-ce qui fait que tu ressens un stress qui t'empêche de donner le meilleur de toi-même. Mais le stress, il est obligatoire. À un moment donné, si c'est important, tu vas stresser. C'est normal. D'accord. Bah, du coup, si je reformule ma question et qu'on dit, par exemple, limiter le stress, parce que, ouais, c'est sûr qu'on peut pas l'enlever, mais ouais, le limiter. Est-ce que, par exemple, des techniques de respiration, des routines, des choses comme ça peut, ou optimiser Oui, la concentration aussi, je pense que c'est étroitement lié. la routine, ouais, ouais, alors ça, la routine, si elle est associée à un travail de visualisation, justement, et une routine, en fait, la routine, c'est qu'elle renvoie quelque chose que tu as travaillé mentalement. Et donc là, c'est en visualisation. Par exemple, je dis n'importe quoi, je remets, je sais pas, je remets mes cordes en place, c'est que ce geste-là, il a été travaillé et ça te renvoie à quelque chose qui te détend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que tu as travaillé en visualisation, c'est-à-dire tu t'imagines en train de toucher tes cordes et en même temps, ça te renvoie à quelque chose qui est apaisant. Voilà, donc ça c'est possible. C'est le cerveau qui fait l'association entre les deux parce que tu l'as travaillé, c'est un entraînement en fait. Voilà. Après, la respiration, c'est pareil, c'est efficace. C'est efficace. Mais pour moi, c'est pas la clé parce que moi, je l'ai fait. C'est efficace physiologiquement, c'est prouvé. Il y a la technique aussi de la cohérence cardiaque. Donc, tu peux redescendre le rythme cardiaque. Bon, c'est lié à la respiration. C'est des choses qui font que ton rythme cardiaque il redescend et tu te sens un peu mieux. Sauf que le truc, c'est que si tu arrêtes de le faire, bon, ça le fait un peu mieux tu te sens un peu mieux pendant un certain temps, mais si tu arrêtes de le faire, bah, ça remonte en fait, ça recommence. Enfin, moi, je l'ai vécu parce que je l'ai fait. Avant des matchs en Grand Chelem, j'étais tellement tendu, je le faisais, j'ai essayé, c'est vrai que je me sentais mieux, j'arrive sur le terrain, je me sens mieux. Au final, si t'as pas réglé le fond du problème, surtout dans un sport qui est long comme un match de tennis, ça revient. Ça revient. C'est-à-dire que tu vas pas t'amuser à faire ta respiration entre les points. De toute façon, t'es essoufflé, tu peux pas le faire. Donc, par contre, sur un événement, un sport où par exemple, je sais pas, peut-être une descente de ski, un truc qui est assez rapide, là, je pense que c'est efficace. Sur un match de tennis, c'est efficace au départ, mais pour moi, c'est pas significatif parce qu'après, si tu arrêtes de le faire, ça recommence. Donc voilà, après, je sais que Djokovic, il fait beaucoup de méditation, de respiration. Et quand il part aux toilettes sur les toilettes break, c'est ce qu'il fait, je pense. Mm. Mais c'est efficace, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas la clé. Ouais, et c'est marrant que tu parles des pauses de Djokovic, parce que il y en a qui pensent, parce que des fois c'est arrivé qu'il fasse ses pauses pendant bah, plusieurs minutes, mais qui sont longues finalement. Et t'en as, ils se disent, ouais, il s'est dopé ou des trucs comme ça, parce qu'on le voit après, ça arrive qu'il remonte. Ou Ouais. toi, tu penses du coup tu penses qu'il fait des exercices de respiration? Je pense qu'il va se calmer, en fait, tout simplement. Hmm. Qu'il de lui, c'est un gars qui est ultra nerveux. Euh,
enfin ultra nerveux. En tout cas, tu vois que parfois il est vraiment très nerveux. Il a du mal à se mettre dedans. Le but de la prépa mentale, c'est dans la zone, c'est-à-dire dans la zone optimale de performance. C'est un état mental où tout est fluide, où tout est naturel. Donc, on a tous vécu au moins une fois dans sa vie, dans n'importe quel domaine, mais on fait des choses sans réfléchir et on prend que des bonnes décisions. Et quand il y a un truc qui se passe pas très bien, on accepte totalement et ça nous passe au-dessus et on continue à être performant. Pour moi, lui, il a du mal vraiment à rentrer là-dedans, dans cet état-là. Quand il est injouable. Quand il va faire ses pauses, il essaie justement de se calmer pour un peu essayer de repartir, mais pour repartir sur des bonnes bases et avoir un état d'esprit un peu plus positif. Mais je suis sûr à 90%, 99% qu'il ne va pas se doper, c'est pas possible. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a Il des explique, contrôles où, non, non, ouais. il- pas du tout. Et pour revenir à la respiration, entre les changements de côté au tennis, on a le temps de faire ça, respirer, prendre son temps ou... On peut le faire, ça peut t'aider à te calmer, ça peut t'aider à, si tu t'es vraiment nerveux pour telle ou telle raison et très frustré, oui, ça peut arriver. Tu peux y arriver, hein, mais il faut s'entraîner par contre. Parce que si tu le fais jamais et que tu arrives et tu le fais sur le match, ça va pas t'aider. Par contre, si tu t'entraînes tous les jours à respirer, à faire cette technique-là, oui, ça peut te calmer. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va te calmer. Euh, le meilleur des cas, c'est que ça t'a calmé et tu arrives à être un peu plus performant. Mais le pire des cas, c'est que, bah, imaginons les deux, trois premiers points, tu fais deux bois et une double faute. Ça peut vite remonter, quoi. Ah oui, oui. Donc ça marche, hein, c'est sûr que ça marche, c'est prouvé. Donc oui, ça peut t'aider. Ça peut t'aider, je pense que tu as le temps. Mais encore une fois, il faut être entraîné pour le faire. C'est comme tout, hein, la prépa mentale, faut s'entraîner. Tu peux pas arriver et inventer des trucs juste le jour de la compétition. C'est des trucs que tu as déjà fait maintes et maintes fois avant pour que un truc que tu maîtrises, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des sportifs, ouais, vraiment des sportifs qui ont eu, des blocages psychologiques? Dans le sens où, ils arrivaient avant à faire quelque chose et ils ont un blocage et ils arrivent plus à le faire? J'ai jamais travaillé avec des sportifs comme ça, mais je sais qu'en golf, ça arrive souvent. Alors, je sais plus comment ça s'appelle le truc là, mais je crois ils peuvent plus frapper le coup. Ça arrive. J'en ai entendu beaucoup parler. Je parle pas mal avec des golfeurs là. J'ai parlé beaucoup avec des golfeurs dans l'endroit où je travaille. Il y a différents sportifs qui s'entraînent et dont des golfeurs. Et je crois que ça s'appelle IPS ou un truc comme ça. Et en fait, c'est des gros blocages où tu peux plus taper la balle. Donc j'ai du mal à le concevoir, mais ils me disent ça arrive vraiment, c'est que tu n'arrives plus à la taper, t'oses plus y aller. Et donc c'est des blocages comme ça. Et donc là, bon voilà, effectivement c'est sûr que c'est mental. Et après, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Là, je peux pas te dire qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est intéressant d'échanger avec eux pour comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent plus taper la balle. Au tennis, ça peut arriver. Ouais, il y a, comment il s'appelle? Toi, t'es jeune, mais Guillermo Coria, à qui c'est arrivé, et après Roland Garros, donc il perd en finale, gros traumatisme hein, contre Gaudio. Et après, à la suite de sa carrière, il faisait que des doubles. Il pouvait plus servir. C'était un truc de dingue. Et, donc il jouait encore, il jouait bien, mais son service, c'était une catastrophe. Et difficile à comprendre ce qui lui est arrivé. Donc c'est intéressant, mais là, bon, je peux pas te dire ce qui s'est passé. Faudra discuter avec lui. OK. En fait, finalement, si on résume un peu, c'est ce qui est important, tout ce qui est technique de préparation mentale, c'est important, mais il faut vraiment aller chercher la source, des problématiques finalement pour, essayer Ouais. de changer Euh, la perception de l'athlète, quoi. ouais. Alors, on va pas aller chercher en profondeur c'est un peu le travail d'un psychologue là. Mais c'est déjà d'identifier à quel moment ça arrive et pourquoi et
Si c'est un blocage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Quel dialogue interne t'as? Parce que le dialogue interne aussi, c'est quelque chose qui, bon, au tennis, vu je crois que c'est 70% du temps où on joue pas sur un match. Donc là, à ce moment-là, ouais, 70% du temps. Donc pendant ces 70% du temps-là, tu réfléchis et tu te parles. Donc tu te Mhm. parles parfois à voix haute. Il y en a qui parlent à voix haute, d'autres Ouais. dans leur tête, mais tu te parles. Et donc qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ça, c'est un truc qu'il faut essayer de comprendre. Après, une fois que c'est identifié, ben, on travaille dessus et on essaie de trouver des solutions. Et parfois, une solution va marcher avec un et un autre va pas du tout être réceptif. Et je peux te parler par exemple de la respiration et tout ça. Généralement, les jeunes de 20 ans, ça leur passe un peu au-dessus la respiration, franchement. Certains sont réceptifs, d'autres ils vont te dire bon, et tu sens que ouais, ok, ils vont te dire ok, ouais, mais c'est difficile pour eux de travailler là-dessus. Mais toute Mhm. la méditation, si tu dis bah écoute, fais de la méditation, ça va t'aider. Je crois pas voilà, ça va les gonfler. Donc là, faut trouver autre chose. Mhm. Il y en a, ils vont le faire, mais il y en a d'autres qui vont dire bon, c'est compliqué la méditation, tous les jours me poser et méditer, tu sens qu'ils vont pas le faire quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il Ouais, faut bah, bien comprendre la personnalité de la personne en face de toi. Je suis pas sûr que je te prends des sportifs, mais des gars qui ont tout gagné. Je suis pas sûr que Usain Bolt il faisait de la méditation par exemple. Tu vois. Pourtant il a Mhm. tout gagné et lui, euh, j'ai pas trop d'interviews de lui, mais c'est sûr que mentalement c'est une bête parce que il est au-dessus physiquement, techniquement, mais gagner autant, c'est que il se déchirait jamais sur aucune compétition. Donc c'est qu'il était très fort mentalement. Ça, c'est des gars comme ça, comme Teddy Riner, comme Jordan, comme tous ces mecs-là, qui est ultra performant tout le temps, c'est que mentalement, c'est des bêtes. Ils ont un truc que moi, j'ai pas eu et que la plupart, on n'a pas. Je vais essayer de trouver ce que c'est, mais il y en a, dans des interviews, tu trouves des infos. Et je suis pas sûr que Usain Bolt il faisait de la méditation, par exemple. Voilà, c'est pour ça que je reviens à ça. Ouais, ouais. Bah, moi, je m'intéresse un peu à la méditation. J'ai envie de pouvoir en faire régulièrement parce qu'apparemment, ça a énormément de bienfaits. J'ai même vu c'était ce matin que j'ai vu une vidéo d'un gars là qui disait les bienfaits de la méditation et c'est vrai qu'en faire régulièrement, apparemment, ça aide beaucoup, mais même dans le sport, mais même dans les domaines de la vie, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça apporte plein de trucs, mais, euh, mais il faut, je crois, hein, alors je suis pas un spécialiste hein, dans de la méditation, j'ai quelques notions, mais je crois que le but premier, c'est de rien en attendre. C'est que si tu le fais, c'est vraiment juste du bien-être, mais pas te dire, bon, ça va m'aider pour telle chose, pour telle chose. C'est sûr que ça a plein de bienfaits, déjà pour le premier truc, c'est apprendre à t'écouter, parce qu'on généralement, on va à 10 000 dans notre vie, on ne prend pas le temps de se ouais. recentrer sur soi, donc ça te prend un moment pour te recentrer sur toi, et ça c'est important. Au tennis, enfin au tennis, dans le sport, et ça a beaucoup de vertus pour la concentration aussi, parce que la méditation, il faut être concentré sur un mantra, comme on appelle ça, ou alors de la méditation pleine conscience sur ton corps, etc. Mais c'est difficile de garder l'esprit concentré. Pendant une séance de méditation, généralement, il part au bout de 20 secondes, il part ailleurs. Et ça a beaucoup de vertus, c'est sûr. Ouais. C'est un mantra que tu as dit? Oui, alors, ouais, je suis pas spécialiste, hein, mais tu as différents types de méditation. Donc, tu as la méditation pleine conscience. Donc là, c'est vraiment, tu prends conscience de ton corps. Ouais. Et après, tu as, une autre type de méditation, c'est que tu as un mantra que tu te répètes dans la tête voilà, tout le temps, D'accord. euh, Ok. qui fait que voilà, alors je suis pas spécialiste du tout. J'avais lu un bouquin dessus et j'en avais fait un peu moi. Euh, et, euh, et le mantra d'ailleurs, je me rappelle le nom, fallait se concentrer sur I am, fallait se dire I am tout le temps dans la tête et se concentrer dessus. Ce qui est très difficile. Je sais pas si tu as déjà essayé même se Mhm. concentrer sur son corps. Donc quand c'est guidé, que tu as quelqu'un qui te parle, c'est plus facile.
Mais quand tu le fais tout seul, c'est pas évident, et notamment se concentrer sur la respiration, c'est difficile. Ok. Bon, ouais, bah, j'essaierai, je me renseignerai un peu Bon, je là-dessus. suis pas du tout spécialiste, hein, donc voilà, je te Ouais, donne quelques ouais. notes. Non, mais comme ça, C'est c'est bénéfique. je pourrais creuser, ou même les gens qui écoutent, là, qui sont intéressés, pourront aller creuser aussi. Ouais. Euh, J'avais une dernière question pour finir ce podcast. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un sportif ou une personne avec qui tu as travaillé, où tu aurais pu mettre quelque chose en place qui aurait débloqué ou qui aurait fait évoluer dans le sens positif euh, un joueur? Ouais. Alors ouais, c'était pas sur un joueur, mais avec un étudiant, enfin une étudiante, donc qui préparait un concours, donc très brillante à l'écrit, et à l'oral un peu plus compliqué, des gros blocages, manque de confiance. On a beaucoup travaillé sur la confiance. Et en fait, au fur et à mesure des séances, donc c'est pas arrivé d'un coup, mais elle a pris de plus en plus confiance. Et au final, elle préparait un concours qu'elle avait raté une fois d'une grande école, et qu'elle a réussi brillamment la deuxième fois après 6 mois de collaboration. Donc, je pense que je suis pas le seul responsable. Enfin, notre travail n'est pas le seul responsable. Il y a différentes choses. Elle l'avait déjà fait une fois, elle savait comment ça s'était passé, mais on a bien balayé un peu tous les problèmes qu'elle avait. On a cadré ce qui se passait. On a mis en place des choses. Elle a été hyper réceptive. Elle s'est beaucoup entraînée aussi à changer un peu son approche. Et au final, elle a réussi haut la main le truc avec une super note. Donc voilà, c'était une super expérience pour moi parce que quand elle est arrivée, elle était un peu, comment? Elle avait un peu désemparée. Voilà. Ok. Et quel genre de choses tu as pu mettre en place qui l'aurait aidé? Bon, là, on a beaucoup travaillé sur la gestion justement de l'échec, et, donc appréhender l'échec et s'autoriser le droit de rater ce concours une deuxième fois. Donc on a travaillé sur beaucoup de choses, on a beaucoup échangé, euh, et puis en fait tu te rends compte qu'au final t'as une pression aussi, enfin, elle avait une pression beaucoup familiale. Donc, dans le deuxième E de la méthode accéder, c'est l'environnement. On a aussi travaillé sur son environnement. Son environnement à elle, c'est toutes les personnes qui gravitent autour. Et on sent qu'il y avait une grosse pression familiale qui peut arriver aussi dans le milieu sportif et dans plein de milieux, où là, il a fallu travailler dessus et se détacher un peu de tout ça, parce que ça lui mettait énormément de pression. Et au final, on a réussi on a fait un bon boulot. J'étais assez content à la fin, parce que au départ, c'était voilà, c'était pas facile les premières séances. Donc on a Ok. travaillé là-dessus, sur la gestion de l'échec, anticiper un peu qu'est-ce qui pouvait se passer si elle ratait, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qui se passait si elle ratait, anticiper les plans B, les plans C, et puis s'autoriser bien sûr à rater. Donc c'était quelqu'un qui réussissait quasiment tout dans sa vie, et donc là il fallait qu'elle apprenne aussi à échouer. Et donc voilà, on a mis en place des choses je l'ai mis en situation d'échec plusieurs fois, dans des petites choses à faire, ou des choses qui étaient quasiment impossibles. Et donc c'était assez sympa, et elle a appris à rater, en fait. Parce que ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend. Et quand on n'a jamais l'habitude de rater, ben, quand la première fois que ça arrive, on est complètement, on n'a pas, on est désemparé, quoi. Donc, c'était un peu ce qui lui est arrivé. Voilà. Ok. Bon, bah super, super intéressant. Bah écoute, Ouais, on arrive sur la fin du podcast. Bah merci beaucoup pour ce je que t'en tu as prie. ce que tu pu dire, ton expérience, les connaissances, tout ça, c'était vraiment super, super intéressant. Ouais, y a pas de quoi, je t'en prie. Bon courage pour la suite. Puis je vais suivre ta page, du coup, parce que j'ai pas regardé, mais ça m'intéresse aussi, là, de voir un peu tout ce qui se passe. Bah merci encore.
Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Bah, à bientôt. Allez, bonne Salut. soirée. Ciao, bonne Salut. soirée. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Grégoire Burquier sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.